Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle agriculture urbaine aujourd'hui. Vous connaissez forcément tous le potager urbain, les ruches sur le toit. Il y en a une d'ailleurs à l'Opéra de Paris, évidemment sur le toit. On parle aussi beaucoup des fermes urbaines. Dernièrement, celle installée sur le pavillon, je ne sais plus combien, du parc des expositions de la Porte de Versailles a fait beaucoup parler d'elle. Bref, et pour parler de ce phénomène en pleine explosion, eh bien, je suis avec Gaëlle Audrin-Demey, enseignante-chercheur au laboratoire ESPI2R du groupe ESPI. Bonjour. Bonjour. Gaëlle, vous êtes docteur en droit, spécialiste de la biodiversité, de la pollution des sols, de l'énergie et de la densification urbaine. Bref, vous êtes la personne qui allait pouvoir me répondre. C'est quoi l'agriculture urbaine ? Quelle est la vraie définition ? Alors, je ne sais pas si je vais être en mesure de vous répondre puisqu'il n'y a pas de vraie définition. Il y a une multiplicité des définitions. Et d'ailleurs, le droit n'en retient pas une seule. Le droit ne définit pas en tant que telle l'agriculture urbaine. Alors, je vais vous donner quand même quelques éléments de réponse, notamment la définition retenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'agriculture urbaine, c'est élever des animaux et cultiver des plantes à l'intérieur des villes ou à proximité des villes. Ça, c'est l'agriculture plutôt qu'on qualifie de périurbaine. Comment il s'explique ce phénomène ? Comment vous l'expliquez, ce développement de l'agriculture urbaine avec effectivement des ruches, des abeilles, des tomates, des artichauts ? Alors, c'est une envie, je pense, de reconnecter la ville à plus de nature qui s'inscrit dans un phénomène global de renaturalisation des villes, du moins on essaye de le faire. Et je l'explique aussi parce que l'agriculture urbaine a une multiplicité de fonctions. Effectivement, il y a les fonctions de production. C'est très intéressant de reconnecter la population à des réseaux de production locaux. Ça, c'est la première chose. Et on parle aussi beaucoup d'autosuffisance alimentaire. Alors évidemment, on n'y est pas, mais il pourrait y avoir cet objectif à moyen long terme. Il y a des raisons environnementales. On parle de la végétalisation des villes. L'agriculture urbaine y contribue et permet aussi de préserver la biodiversité en ville. Et enfin, la dimension sociale, pédagogique et de loisirs qu'on voit dans les potagers urbains. L'objectif, c'est de créer du lien, de reconnecter la nature et les habitants des villes et de montrer un petit peu aux jeunes et aux moins jeunes comment on produit en réalité. Et d'ailleurs, grâce à vous, en préparant cette interview, j'ai appris comment pousser les artichauts. Je suis bien heureuse d'avoir vu vous toucher deux mots de cette grande problématique. Mais peut-être vous pouvez nous rappeler, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent pas. Ouh là là, je ne donnerai pas des conseils d'agriculture, comment les miens ont fini. Je me permettrai pas. Bon, alors on revient sur le cœur du sujet et votre spécialité, et pas le cœur d'artichaut. C'est quoi le statut juridique de l'agriculture urbaine ? Eh bien, là aussi, le juriste est un petit peu démuni, c'est qu'il n'y en a pas. Ou alors, plutôt, il y en a plusieurs, parce que l'agriculture urbaine n'est rien d'autre qu'une forme d'agriculture, et à ce titre, elle peut, alors, sauf dérogation, être soumise à ce qu'on appelle le statut du fermage. Alors, le statut du fermage, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps de règles qui encadre les droits et les obligations du bailleur et du preneur à un bail rural. Un bail rural, c'est celui qui concerne les activités agricoles. Et donc l'agriculture urbaine, par essence, est une activité agricole. Et le problème, c'est que ce bail, il a été développé pour faire face à des problématiques rurales et pas à des problématiques urbaines. Et il colle mal à la réalité de l'activité agricole, ce qui est un problème pour certains exploitants. Effectivement, les municipalités, les collectivités territoriales créent parfois des conventions d'occupation précaires pour permettre plus de souplesse pour l'agriculteur urbain. Alors, quel est l'impact du développement de toutes ces nouvelles formes d'agriculture, concrètement sur l'immobilier pour un promoteur, mais aussi pour un copropriétaire qui va installer un potager sur son toit ? Alors, pour un promoteur, ça peut représenter une opportunité parce que ça permet de donner une identité à un programme particulier, ça permet aussi de le valoriser. Par contre, ça peut représenter aussi un surcoût. Je pense à une agriculture sur les toits. Eh bien, forcément, c'est un poids supplémentaire pour le bâtiment et donc des coûts supplémentaires à la conception, à la construction.
Pour les copropriétaires, ça peut représenter une opportunité, créer du lien social avec ses voisins, bénéficier d'un espace de jardin, de loisirs supplémentaires, c'est toujours très agréable. Mais d'un autre côté, il peut y avoir aussi des frais supplémentaires et une gestion parfois plus difficile. Tout dépend du modèle qui est retenu. Pour les copropriétés, avoir un potager, c'est beaucoup de terre. C'est un poids aussi pour la structure de l'immeuble. C'est un poids, effectivement. Alors, ça va dépendre. Le poids va varier. Il va varier si c'est des substrats, de la terre, etc. En fait, c'est un poids supplémentaire. Ça, c'est indéniable. Il faut aussi un peu de technique parce qu'il faut amener l'eau quand même tout en haut. Alors ça, évidemment, on sait faire, mais néanmoins, c'est pas toujours les mêmes quantités et la même manière d'arroser. Et enfin, ça va être du matériel, ça va être un usage un peu différent qu'il va falloir prendre en compte, c'est sûr. Gaëlle Audrin-Demey, est-ce qu'il y a des risques liés, par exemple, à la qualité du sol en milieu urbain ? Alors oui, ça peut arriver, mais comme aussi en milieu rural, la pollution des sols n'est pas l'exclusivité du milieu urbain. Et dans ce cas, il y a pour l'agriculture urbaine comme pour l'agriculture plus traditionnelle, des contrôles qui sont réalisés, du droit qui s'applique, notamment du droit issu de règlements européens, qui vont permettre de contrôler la qualité des produits pour ne prendre aucun risque. Vous pouvez manger une tomate produite en ville sans que cela présente un risque sur votre santé, en tout cas en principe. Dernière question, comment est-ce qu'elle s'articule cette problématique d'agriculture urbaine avec la notion de densification urbaine ? Alors ça, c'est la grande question. Parce que l'agriculture urbaine peut prendre plusieurs formes. Effectivement, hors sol, sur les toits par exemple, ou plein sol. Et particulièrement pour les fermes urbaines, sur le maraîchage par exemple. Et effectivement, il y a un conflit d'usage parce qu'on demande à la ville de se recentrer sur elle-même, notamment pour préserver les espaces agricoles, ce qui est important. Mais d'un autre côté, si l'agriculture vient en ville et utilise des sols, ça repose la question de l'équilibre entre le rural et l'urbain. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent pour savoir est-ce que c'est un modèle durable ou pas durable, est-ce qu'il faut le privilégier ou pas le privilégier, et je pense que c'est un beau sujet de recherche. Finalement, aujourd'hui, on a la campagne qui arrive en ville avec cette agriculture urbaine. Est-ce que, du coup, ça remet en cause la façon de définir l'habitat, en tout cas l'espace habité ? Comment on fait le distinguo entre espace habité, espace naturel, espace agricole ? Comment vous appréhendez la question ? Votre question est très droit de l'urbanisme, puisque le droit de l'urbanisme distingue effectivement ces trois fonctions, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il fonctionne. Je dirais que tout dépend de ce qu'on veut de la ville, de comment on le fait. Doit-on privilégier des espaces de terre dédiés à l'agriculture ? En ville, doit-on privilégier une autre végétalisation pour lutter contre les îlots de chaleur ? Doit-on développer notamment les fermes high-tech en ville hors sol ? Tout ça, c'est une question, je pense, de choix politique et qui doit être basée sur des études qui montrent l'efficacité ou pas de telle ou telle solution, et puis également le coût financier. Merci beaucoup Gaëlle Audrin-Demey. C'est toujours un plaisir et très intéressant de vous écouter, de vous accueillir ici parce qu'on apprend toujours énormément de choses. C'est très accessible et en même temps, c'est pas rébarbatif. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à retrouver tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon podcast